Donc il y a une situation où l'imagerie est particulièrement importante, c'est le bilan d'extension du cancer de prostate localisé, puisque on va à la fois avoir besoin d'imagerie conventionnelle et puis d'imagerie métabolique. Donc si on prend le cas de ce patient qui est Monsieur P, 64 ans, Monsieur P qui a fait un dépistage du PSA ou un dosage de PSA pour la première fois à l'âge de 64 ans, avec un PSA qui est à 18. Eh bien ce dosage de PSA a permis de faire le diagnostic d'un cancer de prostate de risque intermédiaire. C'est un patient qui a une tumeur palpable et sur les biopsies qui ont été réalisées, on va retrouver sur la moitié des biopsies un cancer de la prostate de score 7 de Gleason avec du grade 4 majoritaire. Ce patient, dans le cadre de son bilan d'extension, est allé voir le docteur Renard Pénat qui lui a fait une IRM et qui a permis d'affiner le diagnostic en termes d'extension locale, puisqu'on trouve chez ce patient une extension au-delà de la capsule prostatique, on trouve une extension au niveau des vésicules séminales et un probable envahissement ganglionnaire. Donc, Raphaël, est-ce que pour le bilan d'extension locale, est-ce qu'il faut considérer que l'IRM est le gold standard aujourd'hui? Alors oui, l'IRM, c'est l'examen de référence et c'est l'examen qui est recommandé pour faire le bilan d'extension loco-régional du cancer de prostate. Quelles sont les informations que l'IRM va nous donner? Tout d'abord, l'IRM va permettre d'évaluer l'envahissement de l'espace périprostatique, de détecter un envahissement des vésicules séminales, comme pour ce patient, de détecter un envahissement du col vésical et du sphincter distal. Donc, tous ces éléments sont majeurs pour conditionner la prise en charge du patient, pour pouvoir décider d'une prostatectomie ou d'une radiothérapie. Alors, une illustration. Donc, pour ce patient, sur les images morphologiques ici en T2, on voit à l'évidence un envahissement des vésicules séminales avec un hyposignal franc sur la racine des deux vésicules séminales. Et on détecte sur l'acquisition ganglionnaire 2 formations ganglionnaires qui sont localisées dans le mésorectum, donc une situation anatomique qui est pathologique, des adénopathies qui sont rondes, qui sont en franc hyposignal T2, qui sont suspectes. Donc effectivement, l'IRM nous a permis de restadifier ce patient que l'on classera sur l'IRM T3B N+. Quelle est la performance de l'imagerie dans cette indication? Alors la performance de l'IRM a beaucoup évolué avec les séquences morphologiques, notamment avec la séquence de perfusion qui a permis de diminuer les variabilités entre les observateurs, ce qui était reproché auparavant à l'IRM. Donc une meilleure performance grâce aux séquences de perfusion, grâce également aux séquences de diffusion, on va le voir. Donc ici, on a un exemple d'extension nette à la base de la prostate, donc en imagerie T2 sur l'image de gauche, et on voit après injection de produit de contraste, la prise de contraste donc, qui s'étend dans l'espace périprostatique. Donc c'est un patient qui a un stade T3A évident en IRM. La séquence de diffusion va nous permettre d'affiner également ce bilan d'extension, notamment pour les vésicules séminales. Donc, c'est une séquence qui est très spécifique. Donc, on pourra avoir une performance très élevée pour détecter cette extension aux vésicules séminales. Bon, là, on a pour ce patient, encore une fois, un aspect évident d'envahissement que l'on voit à gauche sur l'imagerie T2 et sur la séquence de perfusion avec une prise de contraste. Donc l'association des deux offre une très belle valeur prédictive pour affirmer une extension aux structures adjacentes. Alors on a vu que l'IRM c'était très bien. Gérald, est-ce que l'imagerie métabolique peut faire quelque chose pour la stadification locale du cancer de la prostate? Alors on va voir ça dans un instant, mais avant toute chose, si on parle de PET scan, si on utilise le terme anglais, ou plutôt si on parle de TEP, ou TEP scanner pour le terme français, il convient de faire attention de quel traceur on parle. Puisque vous voyez que sur la diapositive, vous avez 3 images de TEP qui sont 3 images différentes, puisqu'on a injecté des traceurs différents. L'image de gauche, c'est l'imagerie du TEP scanner classique que l'on utilise pour les cancers hypermétaboliques, donc du TEP au FDG, l'imagerie du métabolisme glucidique. L'image centrale, c'est l'imagerie TEP de la réaction osseuse, la TEP au fluorure de sodium, et l'image de droite, qui est l'image de la synthèse des membranes, la TEP à la fluorocholine. Mais pour répondre à la question concernant l'atteinte du T, là on doit reconnaître la place primordiale de l'imagerie radiologique, et notamment de l'IRM. Je citerai cependant 2 cas particuliers qu'il convient d'avoir à l'esprit.
C'est lorsque l'on découvre sur des TEP scanners ou FDG, le TEP classique que l'on réalise pour le bilan ou la prise en charge d'un cancer hypermétabolique, il nous arrive très souvent de trouver des foyers prostatiques et que nous précisons dans le compte-rendu, et il convient d'en tenir compte en le corrélant au taux de PSA, voire à des biopsies guidées, puisqu'il nous arrive très fréquemment de découvrir des cancers et qui sont souvent agressifs, puisqu'ils captent le FDG. Et pour parler de TEP à la choline, il y a une indication qui est encore à l'étude à ce stade-là, mais qui concerne le guidage des biopsies en cas d'échec des premières biopsies, de premières biopsies non contributives, où là on se rend compte que la TEP de l'imagerie de synthèse des membranes, la TEP à la choline, est performante pour identifier du T, comme on le voit ici dans cette étude. Cependant, la TEP à la choline est performante dans cette indication, guider des biopsies après un premier échec, à condition cependant que la taille de la tumeur soit suffisamment grande. En dessous de 5 mm, la TEP à la choline a des difficultés de performance. Alors si on vient à notre patient, qui était ce patient porteur d'un cancer de la prostate intermédiaire au départ et dont le diagnostic avait été rectifié par l'IRM au stade local, c'est un patient sur lequel on a décrit l'extension extraprostatique, l'extension aux vésicules séminales et sur lequel on a décrit également des anomalies au niveau des ganglions, avec des ganglions qui étaient un petit peu élevés en taille et à différents endroits, au niveau des fosses ischio-rectales, au niveau présacré, etc. J'ai l'impression que ces examens d'IRM sont assez peu performants, en tout cas sur l'envahissement ganglionnaire, puisque ce qu'on a sur les comptes rendus, c'est essentiellement des critères de taille, de forme. Il faut que le ganglion, pour qu'il soit pathologique, fasse plus de 8 mm dans le pelvis, qu'il fasse plus de 10 mm au niveau lombo-aortique. On a l'impression que tous ces examens sont moins performants que le curage ganglionnaire pour déterminer l'envahissement ganglionnaire ou pas. Et donc, Raphaël, la question que je me pose, c'est quel est le bon examen pour faire le bilan de l'extension ganglionnaire? Est-ce que c'est l'IRM qu'on fait dans un premier temps? Est-ce que c'est le scanner? Alors, effectivement, c'est un point très important. L'IRM a la même performance pour la détection des ganglions et des adénopathies que le scanner. Donc, il n'y a pas d'indication à faire un scanner pour le bilan d'extension loco-régionale pour la détection des adénopathies. L'IRM qui, à la fois, va faire le stade T, donc le bilan d'extension locale du cancer, fera également le stade N, le bilan d'extension régionale, avec la détection des ganglions, puisque l'on fait une acquisition jusqu'au niveau de la bifurcation iliaque. Il est vrai que la performance de l'IRM donc, est identique à celle du scanner, mais globalement, c'est le curage qui permet de faire le stade T. La performance est relativement médiocre de ces deux techniques d'imagerie. Gérald, est-ce qu'on a un petit peu d'espoir du côté de l'imagerie? Alors du côté de la TEP, et là on va parler de TEP à la choline, on va dire pas mieux ou à peine mieux, puisque c'est le problème des limites de performance diagnostique de l'ensemble des techniques d'imagerie, que ce soit le scanner, les IRM ou les TEP, que ce soit en FDG ou en choline. Et oui, parce que le problème de la maladie cancéreuse, en tout cas concernant l'atteinte ganglionnaire, on le rencontre dans les autres cancers, et c'est d'autant plus valable dans le cancer de la prostate, c'est le problème de la micrométastase ganglionnaire qui va échapper aux techniques d'imagerie. Alors ce que l'on peut dire pour la TEP à la choline, c'est que c'est celle qui a les meilleures performances ou les moins mauvaises performances, donc avec de bonnes valeurs prédictives positives, mais malheureusement une valeur prédictive négative qui n'est pas suffisante pour se passer d'un curage ganglionnaire. Donc ça, c'est assez clair. Pour ce qui concerne l'extension osseuse, évidemment, ce patient il va avoir un bilan d'extension osseuse compte tenu des caractéristiques de sa maladie. Aujourd'hui, l'examen de référence, ça reste la scintigraphie osseuse, qui est indiquée pour les patients qui sont porteurs d'un cancer de risque intermédiaire un petit peu élevé, notamment avec du grade 4 majoritaire, et puis les patients qui sont porteurs d'un cancer de prostate localisé à haut risque. Je rappelle qu'il n'y a pas d'indication à la scintigraphie pour les patients qui sont porteurs d'un cancer de prostate à faible risque dans la classification de l'AMICO. Alors pour ce patient, est-ce que c'est toujours la scintigraphie qui est le standard pour le bilan d'extension osseuse? Est-ce qu'il y a mieux? Alors oui, il y a mieux, mais on va parler encore aujourd'hui de scintigraphie osseuse, ou plutôt de la nouvelle scintigraphie osseuse, puisque
la scintigraphie osseuse, c'est-à-dire l'imagerie de la réaction osseuse, reste l'examen de référence pour trouver des métastases osseuses du cancer de prostate. Ceci étant, sur l'image de gauche, vous avez la scintigraphie osseuse que je qualifie du XXe siècle, c'est-à-dire la scintigraphie en balayage corps entier, présentée en face antérieure, en face postérieure. Ce sont des images planaires avec une certaine sensibilité. Mais à l'heure actuelle, il faut bien comprendre que plus d'une machine sur deux dans nos services de médecine nucléaire, sur l'ensemble du territoire national, sont maintenant des gamma-caméras qui sont couplées à des scanners X, de même que nos TEP sont couplés à des scanners X. Ce qui fait que lorsque l'on vous fait des scintigraphies osseuses pour le bilan d'extension des cancers de prostate, eh bien, on fait des scintiscanners osseux. Ce sont toujours des diphosphonates marqués au technétium 99. Mais le fait de faire ces acquisitions 3D centrées sur le squelette axial, en plus de l'image classique du balayage corps entier, permet d'augmenter considérablement la sensibilité de détection. Et le fait de rajouter une imagerie scanographique, eh bien, augmente considérablement également la spécificité de l'examen, puisque maintenant, en scintiscanner osseux, on est à plus de 90%, en trouvant, globalement, pour résumer, plus de lésions, et quand on trouve des foyers, on est capable de dire si ce sont des lésions métastatiques ou pas. Alors là, je vous ai parlé de l'imagerie de la réaction osseuse, le scintiscanner osseux. On peut parler d'une variante de l'imagerie de la réaction osseuse qui est la TEP au fluorure de sodium, qui va imager très exactement le même processus. C'est l'imagerie de la réaction osseuse au cancer de prostate, avec des images comme en scintiscanner, des images en 3D, des images couplées au scanner X, avec des images du corps entier qui permettent de faire la cartographie totale de l'atteinte osseuse. Ce qui fait que, en pratique, si je dois résumer la place de la médecine nucléaire pour l'atteinte osseuse, eh bien, on peut dire que l'imagerie corps entier de référence et de première intention pour la détection des métastases osseuses du cancer de prostate, c'est l'imagerie de la réaction osseuse, qui se fait aujourd'hui, en 2016, par scintiscanner osseux, c'est-à-dire la tomoscintigraphie couplée au scanner X, au diphosphonate marqué au technétium. Et on peut éventuellement envisager de la substituer par du TEP scanner ou FNA, sachant qu'on a à peu près les mêmes performances diagnostiques. Et du coup, nous gardons la TEP FNA en secours si d'aventure on devait avoir des périodes de pénurie en technétium 99M que nous n'attendons pas dans les années à venir, mais sait-on jamais, en cas de pénurie de technétium, on aurait toujours cette imagerie de la réaction osseuse à vous proposer en TEP. Alors, Raphaël, on entend parfois que l'IRM corps entier serait au moins aussi bien que la scintigraphie, peut-être mieux. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces on-dit ? Alors l'IRM corps entier, c'est un examen très performant qui permet de donner des informations sur l'extension osseuse et également sur l'extension ganglionnaire. C'est un examen qui est non irradiant, qui est peu invasif. Il a comme limite d'être long d'acquisition. C'est un examen qui prend entre une demi-heure et 45 minutes. Avec un parc national d'IRM qui est relativement pauvre actuellement, on a des délais qui sont très importants et donc c'est un examen qui a du mal à s'affirmer dans cette indication. Mais c'est un examen qui est performant pour faire le bilan à la fois osseux et ganglionnaire. Gérald, une question. On voit des patients qui arrivent avec des bilans de PET scan à la colline qui sont faits de façon un petit peu désordonnée. Il faut rappeler que le PET colline est non recommandé dans le cadre du bilan initial. Pour autant, est-ce qu'il y a des éléments de la littérature qui font penser que ces recommandations actuelles pourront évoluer dans le futur? Et est-ce qu'il y a des situations cliniques qu'on pourrait discuter en RCP pour lesquelles on aurait une place tout à fait particulière du PET à la colline? Oui, on va voir ça immédiatement, mais il est vrai que quand on regarde une imagerie TEP scanner à la colline, cette imagerie de synthèse des membranes, on a envie de dire oui, c'est une étude extraordinaire qui permet de faire une étude globale de la maladie du cancer de prostate en identifiant la maladie au niveau local, en identifiant la maladie au niveau ganglionnaire. Vous avez ici à l'écran une adénopathie iliaque externe qui fixe intensément la colline alors qu'elle est relativement petite,
En une seule procédure d'imagerie, on peut voir l'ensemble de la maladie métastatique. Vous avez ici à l'écran des métastases hépatiques, des métastases osseuses. Mais le problème, c'est que cet examen a un certain coût et il n'est pas forcément disponible partout. Alors même si ces histoires de prix et de disponibilité sont en train de s'arranger petit à petit, ça fait plus de 5 ans que la Colline a désormais l'AMM dans les indications de cancer de prostate, il faut quand même pas négliger le coût du traceur, puisqu'il faut avoir à l'esprit, lorsqu'on demande un examen de TEP à la Colline, que le prix du traceur seul est supérieur au remboursement de l'acte lui-même. Et donc, du coup, rien que cet aspect économique doit faire justifier de réserver la TEP à la Colline à ces 2 meilleures indications. Et je réponds ainsi à la question. Dans le bilan d'extension initial, il convient de la réserver avant le traitement radical chez des patients à haut risque ou risque intermédiaire de maladies métastatiques qui sont présumés non métastatiques à l'issue d'un bilan conventionnel ou d'un bilan standard. Et la deuxième indication, qu'on reverra dans un instant, c'est la détection de la maladie lors d'une récidive biologique. Alors pour le bilan d'extension de ces patients présumés non métastatiques, des patients à risque intermédiaire ou haut risque, je le répète, eh bien, on se rend compte, pour la métastase osseuse, puisqu'on vient de parler de la métastase osseuse, que finalement, les performances de la Colline sont identiques à l'imagerie de la réaction osseuse, que ce soit TEP-FNA ou scintillo-scanner osseux. Et ce que l'on constate, c'est que autant l'imagerie de la réaction osseuse va probablement détecter un peu plus de métastases purement ostéoblastiques liées à la réaction osseuse, alors que la TEP à la Colline va sans doute détecter des petites métastases débutantes purement ostéomédulaires qui, par définition, n'ont pas encore de réaction ostéoblastique. Et donc, quand on situe parfaitement la TEP à la Colline dans cette indication, bilan d'extension des patients de risque intermédiaire ou de risque élevé, on se rend compte que le fait de rajouter une TEP à la Colline chez ces patients présumés négatifs a, à ce moment-là, une modification thérapeutique non négligeable, puisque dans cette étude, elle conduit à une modification du traitement dans 15% des cas si on prend la totalité des patients. Et si on focalise uniquement sur les patients au risque, ce serait près d'un patient sur 5 pour lequel la stratégie thérapeutique serait modifiée. Donc pour le bilan d'extension, si je vous ai bien compris, Gérald et Raphaël, pour ce qui concerne la partie locale et loco-régionale, on sera sur l'IRM, avec une performance qui est moins importante que le curage ganglionnaire pour le statut ganglionnaire. Et pour ce qui concerne le bilan d'extension osseuse, on reste sur de la scintigraphie, mais de la scintigraphie moderne.